On n'avait pas le droit de parler de nos pratiques de recrutement à qui que ce soit à l'extérieur. Mais si quelqu'un nous demandait « mais vous n'employez que des beaux ?» on devait répondre « non, nous recrutons des gens intelligents, sympas ». Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. La sélection à l'apparence physique n'est pas illégale aux États-Unis, à la différence de la France. Mais la prudence d'Abercrombie s'explique sans doute par un précédent. En 2005, la marque a été poursuivie par plusieurs employés. Abercrombie leur a versé 40 millions de dollars pour enterrer l'affaire. C'est une rumeur qui court Paris depuis quelques mois. Dans certains restaurants à la mode, les serveurs auraient pour consigne d'attribuer les meilleures tables aux clients à l'apparence la plus soignée. En clair, les beaux devraient être visibles de l'extérieur, les moins beaux au fond de la salle. Pour en avoir le cœur net, nous avons constitué un premier groupe de 3 testeurs. Bien apprêtés, maquillés pour les filles, nous les appellerons les classes. Et voici 3 autres testeurs, volontairement mal arrangés, mal coiffés, l'allure désinvolte, nous les appellerons les moins classes. Au téléphone, nous réservons 2 tables à la même heure dans un restaurant branché situé sur le toit d'un célèbre musée. Nous savons par d'anciens employés que toutes les tables ne se valent pas. Les plus prestigieuses sont ici, en vert, offertes à la vue des clients dès leur arrivée. Les moins bonnes sont ici, en rouge, plus éloignées, moins visibles. Ceux que nous appelons les moins classes se présentent en premier. L'hôtesse les conduit vers le fond du restaurant, à l'abri des regards, derrière les structures métalliques, ici. Quant aux classes, ils arrivent 5 minutes plus tard. Sans hésitation, l'hôtesse les guide vers les plus belles tables, ici. Visibles, elles ont aussi une vue panoramique sur les toits de Paris. Le groupe des moins classes va demander à changer de place à côté de l'autre équipe de testeurs. La table restera pourtant inoccupée. Alors, placement à la tête du client ou simple malentendu? Nous réitérons le testing un jour de beau temps avec 2 nouvelles réservations pour cette autre équipe de classe et cette autre équipe de moins classe qui arrive, là encore, en premier. Bonjour. Une belle vue. Je conseille d'aller à l'intérieur. Peut-être mieux. À l'extérieur, comme vu qu'il fait beau. À l'extérieur, vous savez, j'aurais plus rien à faire. De nouveau, le ton change quand l'autre équipe se présente. Bonjour, j'ai réservé au nom de... Oui, bien sûr, je peux faire ça? Ouais. Oui. Merci bien. Merci. Sans hésiter, l'hôtesse les place en terrasse, au soleil et avec une belle vue. Contactée, la direction du restaurant ne s'exprimera pas sur ces pratiques, mais elles nous seront confirmées par d'anciens employés, comme cette serveuse. Les consignes sont claires pour les gens qui sont pas sophistiqués ou par exemple les familles avec des enfants qui sont placés en retrait, donc pas des belles vues ou des endroits en fait, où on peut le moins les voir possible. Cette sélection a-t-elle valeur de symbole? Est-elle emblématique d'une société où les beaux seraient à l'avantage? D'après de nombreuses études, ils ont plus de chances d'obtenir un travail, quel qu'il soit, et sont mieux rémunérés que les autres, jusqu'à 17% de plus. Une prime à l'apparence qui fait de plus en plus débat. Enquête sur la belle vie des beaux. Pour commencer ce reportage, nous avons en tête un vieil adage. La beauté fait vendre. Passe-t-il l'épreuve des faits? Et si oui, fait-il bon ménage avec le droit du travail? Lyon, à l'heure de la sortie des bureaux. Nous sommes avec des hôtes et des hôtesses. Allez, on va y aller. Bonjour.
Je vous donne des petits flyers, c'est pour le fun break de ce soir qui est au loft. On vous attend. Hein, merci. Merci, au revoir. Virginie vient d'être recrutée pour ce travail payé 10 € de l'heure. Elle et ses collègues distribuent des dépliants pour une soirée étudiante, dans un club, le soir même. Eh ben allez, on attend votre équipe alors. Ils n'ont que quelques secondes pour convaincre leur cible. Leur apparence physique est plus qu'un atout. Ça vous tente de venir boire un verre, je serai là, vous me faites signe, on boira un petit verre ensemble. Ça marche? Bonne soirée. Ça accroche l'œil, une coupe de cheveux comme ça? Quand je sors en boîte de nuit, c'est vrai que j'ai plutôt la cote avec les filles. Ah, vous en avez déjà eu les loulous? Bon, vous allez venir ou pas? Si t'es là, je sais pas, ouais, si vous êtes là. Moi, je suis là ce soir. Hein. Je distribue les cadeaux et tout, donc c'est avec plaisir. Il y a votre copine aussi là? Ouais, on sera toutes là. Ah bon, on sera là. On va mettre le feu, donc si vous pouvez venir, ce serait sympa. Eh ben, à ce soir alors. Ah, ce soir. Ça sent la chaleur de l'été, du printemps. Absolument rien. Le soir, la foule est au rendez-vous. Mais pour les hôtesses, le travail n'est pas terminé. Il ne fait même que commencer. Elles font désormais la promotion de séjours à l'étranger pour les étudiants sur le mode du spring break américain. Elles sont pas mal les filles sur le bar là. Elles y seront aussi, même le monsieur au milieu. Elles tentent d'imiter l'ambiance de ce type de vacances. Au total, grâce à cette soirée, plus de 200 séjours auraient été vendus. Comment cette équipe de charme a-t-elle été recrutée? Les critères physiques ont-ils été pris en compte? Nous étions présents lors du casting. Nicolas, le patron de l'agence, supervise les entretiens. Leslie, la chef des hôtesses, pose les questions. Et quelles sont vos qualités? Peu souriant, dynamique. Quelle vision vous avez donc de ce métier? La fête et le monde de la nuit. Quels seraient un peu vos défauts, on va dire? Je peux être un peu trop speed. Et vous avez donc déjà effectué donc, des animations, des prestations? Oui, j'en ai déjà effectué parce qu'auparavant j'ai été Miss, donc Et quand les responsables de l'agence débriefent, ils ne parlent pas seulement de l'attitude ni de l'expérience des candidats. Elle est très charismatique. Ouais. Elle est très charismatique. Honnêtement, elle a tout. C'est une jolie fille. Elle est très fin, elle a tout ce que tu veux. Elle est brune, pommade, elle a vraiment tout. Et on va apporter justement... Un intérêt marqué pour le physique, jusque dans les documents à remplir. Un détail attire notre attention. Ils doivent mentionner leur taille et leur poids. Est-ce légal? Nicolas, le patron de l'agence, est sur ses gardes. Parce que des fois, on va avoir des demandes où il faut que les personnes fassent minimum 1,70 m et ainsi de suite. Donc on a besoin d'avoir ces renseignements qui sont tout enregistrés dans nos bases de données. Et sur un produit comme celui-là? Sur un produit comme celui-là, on va demander à Maxime, mais il n'y a pas de critères de taille, de poids ou ainsi de suite. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est, entre guillemets, la joie de vivre. Ces informations sur le physique des candidats ne serviraient donc pas pour l'opération Spring Break, mais pour d'autres missions, où elles seraient, cette fois, incontournables. Mais que dit la loi exactement? Depuis 2001, l'apparence physique est considérée par le Code pénal comme un critère discriminatoire illégal, au même titre que la race, le sexe, la religion ou l'orientation sexuelle. Constitue une discrimination toute distinction opérée en fonction de l'apparence physique. Recruter sur le physique est en théorie passible de lourdes amendes, voire de prison ferme. Mais certains domaines ne sont-ils pas épargnés? Cet avocat, spécialiste du droit du travail, va pointer deux professions. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exceptions qui existent et qui sont fixées notamment par la jurisprudence. On pense notamment aux mannequins, aux acteurs. Il y a toujours discrimination, mais cette discrimination est justifiée par ce qu'on appelle le but recherché, en fait, qui est finalement le but de la manœuvre, à savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette discrimination. Dans le cas des mannequins, c'est très simple, on a besoin de vendre du rêve, de vendre un physique agréable. Et dans le cas des acteurs, encore plus. Autre exception, les professions du fitness. Alors que dire des hôtesses? Nous lui montrons les images du recrutement à Lyon. Sur la feuille, vous pouvez voir qu'il y a deux critères discriminants qui sont le poids et la taille. Maintenant, encore une fois, est-ce que la discrimination est justifiée ou pas? On est en train de parler de recrutement d'hôtesses.
quels sont les produits que ces hôtesses vont mettre en avant, qu'elles vont vendre. Si le produit, il s'agit par exemple de séjour pour étudiants à l'étranger? En principe, effectivement, non. Il n'y a aucune raison d'avoir des critères discriminants, en tout cas sur l'apparence physique, pour ce genre de recrutement et ce genre de recrutement d'hôtesses. Maintenant, c'est là où vous voyez que finalement, si les gens veulent vendre, ce qu'ils recherchent en particulier, c'est des hôtesses avec un physique agréable. Quitte à se mettre hors la loi. Quitte à se mettre hors la loi, et encore une fois, ça ne répond pas à la question « est-ce que je suis en conformité avec la loi ?» Ça répond à une question de logique économique simplement. En clair, pour cet avocat, la loi est hypocrite et trop restrictive. Les agences d'hôtesses devraient pouvoir elles aussi bénéficier d'exceptions. D'autant que les poursuites pour discrimination fondée sur l'apparence physique sont dans les faits très rares. Et pourtant, les cas sont de plus en plus nombreux. Un centre commercial du nord de la France. Il est 10 h du matin, devant ce magasin une file d'attente, comme devant une boîte de nuit. C'est l'inauguration d'une nouvelle boutique américaine de prêt-à-porter. L'univers est celui des plages californiennes, avec ses maîtres nageurs musclés. Sauf que ces jeunes hommes ne sont pas mannequins, mais vendeurs. Car ici, tous les employés au contact de la clientèle sont beaux, à tous les échelons, des caissières à la photographe couvrant l'événement. Visage, taille, carrure, style d'habillement, une esthétique très uniforme, tout droit sortie d'un magazine de mode. Objectif, que le client porte la marque en espérant leur ressembler. Nous avons contacté la direction, nous n'aurons ni interview, ni accès au magasin. Cette boutique fait partie d'un groupe plus large, Abercrombie & Fitch. De nouveau, silence radio du côté de la direction. La seule personne qui accepte de nous parler à visage découvert s'appelle David Grégoire. C'est un délégué syndical libre de sa parole. Avec lui, nous allons comprendre comment la marque uniformise l'apparence de ses employés. Les vendeurs doivent se conformer à un code d'image très strict, la Look Policy. Ce document est fait pour montrer aux salariés les coupes qui sont autorisées et les coupes qui sont inacceptables. Donc pas de cheveux courts pour les filles, les sourcils pas trop épilés, pas de maquillage bien sûr. La taille des ongles est réglementée, la couleur des ongles est réglementée. Quand un manager voit l'employé avec des ongles trop longs, le manager lui fait des remontrances. La marque a le sens du détail. Sont réglementées les teintes de cheveux chez les filles, la longueur des pattes chez les garçons, la manière de faire tomber la chemise, les styles d'ourlet ou encore la hauteur des caleçons sous les jeans. Un esprit cool qui serait en fait un trompe-l'œil. Il cherche à uniformiser les salariés. Pour l'entreprise, un salarié est un numéro et est facilement remplaçable. On l'a entendu à de nombreuses reprises. D'où la Look Policy, la coiffure, pour que le jour où ce salarié ou cette salariée n'est plus là, soit remplacé facilement. Mais l'entreprise ne fait pas que contrôler l'apparence de ses vendeurs. Elle va beaucoup plus loin. Margot est une ancienne employée qui a souhaité garder l'anonymat. Elle occupait un poste de modèle à mi-chemin entre la vendeuse et le mannequin. Elle nous explique qu'en magasin, plus les employés sont beaux, plus ils sont placés au contact de la clientèle. Vous avez les personnes qui n'ont pas les critères pour être modèles, mais sont quand même agréables physiquement. Dans ce cas-là, on les met en relation directe avec les clients. Et ensuite, il y a les personnes qui soit sont plus âgées ou qui, selon eux, n'ont pas le physique qui correspond à l'image de la marque. Et donc, ces gens-là sont mis en poste de nuit de 5 h à 10 h du matin. Ils sont enfermés au stock pendant des heures entières sans fenêtre, en train de défaire les cartons et de mettre les petites étiquettes des prix. Et ces pratiques discriminatoires dans l'attribution des postes ont des conséquences. Plus on est beau et plus on est en adéquation avec la marque Abercrombie, mieux on est placé, donc du coup mieux on est rémunéré. Et du coup, plus on a des avantages, par exemple, on peut s'absenter plus souvent, personne ne vous dira rien. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de faire acte de candidature auprès d'un magasin qui cherche des vendeuses.
Nous voulons voir si l'expérience est prise en compte. Voici Claire, 24 ans, sans CV. Et voici Valentine, même âge, avec un long CV de vendeuse. Toutes deux se présentent à un entretien de groupe équipé de caméras cachées. Bonjour. J'ai une question. Je viens pour des entretiens. Oui. On m'a dit de venir à partir de 16h. Bah là, on va venir te récupérer. Là, je crois qu'ils sont en train de... Ok, super. Merci. L'entretien va se dérouler dans l'arrière-boutique. La recruteuse explique aux candidats la philosophie de la marque. Après, on nous dit, oh, je suis partie à Hollister, c'est un truc de malade, il y avait des mecs torse nu, les gens ils dansaient, machin. Les autres personnes voudront rentrer dans le magasin pour le visiter aussi. D'accord, donc c'est à vous aussi, c'est vous qui faites cette espèce de marketing. En clair, l'apparence physique des vendeurs serait un atout pour la vente. Une conception qui a fait tiquer le bureau du défenseur des droits à Paris. Soupçonnant un recrutement au faciès, il enquête depuis 9 mois sur Abercrombie. C'est désormais au candidat de se présenter. Claire met en avant sa personnalité. Je suis quelqu'un d'optimiste et d'enthousiaste. Voilà, les gens viennent hyper facilement vers moi. D'accord, merci Claire. Valentine, elle, insiste sur son passé de vendeuse. J'ai fait beaucoup de ventes dans beaucoup de magasins différents, notamment des Gap et des Zara à Londres. Et voilà, on me décrit comme quelqu'un d'assez avenant. Mais visiblement, la notion d'expérience n'intéresse pas la recruteuse. On vous laisse pas du tout de CV? Non. Pas du tout? Ça marche. Si on n'a pas d'expérience dans la vente, c'est pas grave. Finalement, ni Claire ni Valentine ne seront rappelées. Sans doute ne correspondent-elles pas aux critères très exigeants de la marque. Nous poursuivons notre enquête aux États-Unis, le pays d'Abercrombie. À New York, nous allons voir que les recruteurs ont opté pour une méthode plus agressive. Objectif, identifier des vendeurs qui correspondent à leur canon de beauté. Kisha a travaillé 5 ans pour le groupe. Aujourd'hui, elle dénonce les pratiques de son ex-employeur. Regarde ce garçon avec le chapeau. Il est mignon, non? Non, il est trop gros. Avec une amie, ancienne responsable de magasin elle aussi, Kisha a reconstitué pour nous une séance de casting sauvage, l'une de celles auxquelles elle se livrait dans la rue. Cette fille à gauche est vraiment belle. C'est le genre de fille à qui on a envie de parler. Elle est mignonne, mais elle se teint les cheveux. Ce n'est pas une beauté suffisamment classique pour Abercrombie. Et de toute façon, elle en fait trop. Oui, elle ne correspond pas au style. Elle n'est pas assez naturelle. La marque a même mis au point un système de notation à l'intention de ses recruteurs. On avait l'habitude de leur donner des notes. 1, 2 ou 3. 2, c'est quelqu'un de très beau qu'on peut embaucher. 3, vraiment hors du commun, un top modèle. On n'embauchait pas en dessous de cela. On cherchait le top du top de la population. Nous allons en apprendre davantage sur la politique discriminatoire d'Abercrombie. Chez elle, Kisha va nous montrer des documents internes à l'entreprise. Celui-ci est dévoilé pour la première fois. C'est une fiche d'évaluation des magasins sur la base de critères très surprenants. Ce tableau permet de suivre le nombre de beaux employés par magasin. Donc vous voyez, mon management n'était pas très bon. Je n'avais que 23% ou 33% de beaux vendeurs. L'objectif était d'avoir 50% ou plus. Tout aussi étonnant, cette petite bible des recruteurs. Les 10 choses à ne pas faire. On n'avait pas le droit de parler de nos pratiques de recrutement à qui que ce soit à l'extérieur. Mais si quelqu'un nous demandait « mais vous n'employez que des beaux ?» on devait répondre « non, nous recrutons des gens intelligents, sympas, cool ». Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. La sélection à l'apparence physique n'est pas illégale aux États-Unis, à la différence de la France. Mais la prudence d'Abercrombie s'explique sans doute par un précédent. En 2005, la marque a été poursuivie par plusieurs employés pour discrimination raciale.
Abercrombie leur a versé 40 millions de dollars pour enterrer l'affaire. De retour en France, nous nous posons une question. La beauté, selon Abercrombie, correspond-elle à l'ère du temps? Sophie Cheval est psychologue. Elle a écrit un livre sur ce qu'elle appelle la tyrannie de l'apparence. Elle y dénonce les normes de beauté définies par les marques. Aujourd'hui, la beauté, ça renvoie à une blancheur de peau, à une certaine taille plutôt grande, à une morphologie plutôt filiforme et à un critère de jeunesse. Des critères valables chez les filles comme chez les garçons, avec en plus pour ces derniers un corps musclé et des mâchoires carrées. Une vision de la beauté partagée par le plus grand nombre. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à proposer à des participants d'évaluer des milliers de photographies d'identité, donc 4 à 5 participants selon les études, et ils se sont rendus compte que dans 70% des cas, les 4 ou 5 participants attribuaient les mêmes notes de beauté aux milliers de photos qu'ils avaient vues. Donc manifestement, notre perception de la beauté est relativement uniforme et relativement universelle. Et c'est d'autant plus frappant que ces résultats, ils se confortent, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la préférence sexuelle, quelle que soit la couleur de peau, à la fois des évaluateurs et des évalués. À l'Université de Londres, nous allons en avoir confirmation. Vous avez 2 minutes. Au tableau, la photo d'une publicité avec 3 femmes. Moi, j'ai ma préférence pour l'une d'entre elles. Vous avez peut-être la vôtre, mais on est d'accord qu'elles sont toutes les 3 belles. Elles sont très belles. Des critères qui transcendent les origines ethniques. Dan Hammermesh enseigne l'économie de la beauté. Une discipline unique au monde. Il a réalisé une vaste étude sur 10 000 personnes. Leur niveau de beauté a été noté par un panel et leurs salaires ont été comparés. Les résultats sont sans appel. Ce qu'on peut voir, c'est que les très beaux gagnent plus que les moyennement beaux, qui gagnent eux-mêmes plus que les pas beaux du tout. En moyenne, les hommes les plus beaux gagnent 12% de plus que les moins beaux. L'écart est un peu moins important chez les femmes. C'est comme si les beaux avaient 1 an d'études en plus, ce qui fait une grosse différence. Pourquoi cette prime à la beauté? Parce que selon Dan Hammermesh, les candidats à l'apparence agréable seraient susceptibles d'intéresser plusieurs employeurs. Ils feraient, sans le vouloir, monter les enchères. Disons que nous sommes 2 employeurs à penser que vous êtes beau et que vous ne l'êtes pas. Si nous voulons tous les deux vous embaucher parce que vous êtes beau, il va falloir que je vous paye plus que l'autre employeur. Vous obtenez une prime pour votre beauté, alors qu'au fond, vous n'êtes pas plus productif que votre voisin moins beau. D'après ce professeur, certains employeurs ont tendance à confondre beauté et compétence. Le phénomène est bien connu des psychologues. Il porte même un nom. L'effet de halo. La beauté, elle repose sur cet effet de halo, c'est-à-dire qu'au-delà d'éclairer simplement l'apparence physique de l'individu, elle vient illuminer toutes les caractéristiques de la personne. Quand je commence à évaluer quelqu'un favorablement, ce qui est le cas quand cette personne est belle, je vais avoir tendance à estimer que tous ses traits, toutes ses caractéristiques sont favorables. En clair, les beaux se verraient attribuer des qualités qu'ils n'ont pas forcément. Un favoritisme que certains assument sans détour, au point de créer pour les beaux un réseau social, Beautiful People. Une communauté de 750 000 membres à travers le monde. En France, il est surtout utilisé pour sa fonction site de rencontre. Romain est membre depuis quelques mois. Il va nous expliquer que le site repose sur un système très strict de sélection à l'entrée. Pour être utilisateur, il faut être validé par les autres membres, entre guillemets. Ce sont les membres déjà admis qui se prononcent sur le physique des candidats, pour savoir s'ils vont pouvoir à leur tour faire partie du club. Donc là, on est dans le système de vote. C'est là qu'on va dire, tiens, elle est plutôt jolie, elle, j'adore sa photo, elle un peu moins. On n'a pas du tout, non, ok, et beau, belle. Si les votes sont positifs, le candidat est accepté et pourra voter à son tour.
Ça, j'aime un peu moins, mais ça doit pas être ma tranche d'âge. Elle, je lui donne ma pleine adhésion. Elle a toutes ses raisons d'intégrer le site. Elle aussi, elle a l'air plutôt jolie. Un monde cruel où les beaux se flattent entre eux et rejettent les laids. Elle peut pas prétendre à s'inscrire sur Beautiful People, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ce point de vue décomplexé cadre bien avec l'esprit du site. Car Beautiful People va encore plus loin. Depuis un an, il propose des offres d'emploi réservées à ses membres. En France, ce type de recrutement est interdit par la loi, mais pas aux États-Unis. Los Angeles, capitale mondiale du culte de l'apparence. Sam, on se fait une partie? Greg Hodge est le patron de Beautiful People. Il n'aime rien tant que les parties de ping-pong avec ses employés. Surtout lorsqu'il gagne. Ma vie est tellement belle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je vis à Los Angeles, la Mecque des gens beaux. Je dirige la plus grande communauté au monde de belles personnes. Vous savez, c'est difficile de faire mieux que ça. Greg s'aime beaucoup et n'a aucun tabou. Face au succès de Beautiful People, c'est lui qui a décidé de lancer une page offre d'emploi. Les résultats ont dépassé ses attentes et celles de ses Beautiful employés. Nous avons eu des demandes de banques, d'institutions financières, mais aussi d'hôpitaux, de tous les secteurs du marché. Tout le monde recherche des beaux employés. C'est ce qui est le plus surprenant. Mais qui sont ces employeurs qui ne chassent que les beaux? Renée Pietrangelo est la patronne d'une agence immobilière dans la banlieue de Los Angeles. C'est beau, non? Aujourd'hui, elle forme son nouvel employé, au nom prédestiné, Ken. Elle lui apprend à faire visiter cette maison. C'est sur Beautiful People qu'elle a recruté Ken. J'étais le meilleur choix. Oui, mais tu n'as toujours pas ton diplôme. Je vais l'avoir. Oui, ça prend du temps. On est beau, on est agréable, on sait de quoi on parle et on a confiance en nous. Alors le tout fait que les clients sont plus à l'aise et nous accordent plus de crédit. Ken a été embauché uniquement sur son physique et il est loin d'en prendre ombrage. Si vous regardez les représentants pharmaceutiques, ils sont beaux. Les hôtesses, les réceptionnistes, les assistantes administratives, elles sont belles généralement. Donc pourquoi pas un agent immobilier? Ça me semble logique. Un discours sans retenue à l'américaine. Pourtant, c'est aussi aux États-Unis que la révolte a commencé. Orlando, en Floride. Benjamin O'Keefe a tout juste 19 ans. Il vit avec sa sœur. Il s'est attaqué à l'entreprise qui symbolise pour lui la dictature de la beauté, Abercrombie & Fitch. Je ne réalise pas l'ampleur que ça a pris. Benjamin a lancé une pétition pour dénoncer non pas la discrimination des vendeurs, mais celle des clients. Des habits taillés pour les minces, taille 40 maximum au rayon femmes. Quand j'étais jeune, je regardais les pubs d'Abercrombie et je n'y voyais que des gens qui ne me ressemblaient pas. Dans les magasins, les habits ne m'allaient pas. Ça m'a beaucoup affecté et je me faisais charrier pour mon poids. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de manger et ce qui avait débuté comme un choix est devenu une maladie mentale. Une phase d'anorexie désormais derrière lui. Dans sa pétition, Benjamin demande des excuses à la marque. Il appelle à la boycotter tant que celle-ci ne produira pas des vêtements pour toutes les morphologies. 80 000 signatures en quelques jours, la pétition sera reprise par tous les médias. Je crois que les gens ont commencé à se demander, quand ils se regardaient dans le miroir,
S'ils étaient embauchés par la marque, où ils seraient placés en magasin? Au contact avec la clientèle ou cachés au stock? Et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas beaux selon la définition d'Abercrombie et que leurs proches non plus. Et que personne en fait n'est assez beau pour Abercrombie. Mais ça n'est pas vrai. Et il faut que la marque le sache. C'est elle qui n'est pas assez bien pour nous. Après cette pétition, Abercrombie s'engagera publiquement à produire de plus grandes tailles. Un an plus tard, la marque a-t-elle tenu parole? Nous nous rendons en caméra cachée dans ce centre commercial d'Orlando. En magasin, Benjamin a beau chercher, toujours pas de grande taille. Un vendeur confirme. Promesse non tenue dans ce magasin comme dans les autres. En 2013, en partie à cause du boycott, les profits d'Abercrombie ont baissé de 58%. Comme si les clients ne pouvaient plus s'identifier à une marque qui serait allée sans doute trop loin dans sa course à la beauté.